Voici la deuxième partie de la présentation concernant les procédés de méthanisation. Donc nous allons voir dans cette partie les différents digesteurs, comme on peut les voir sur cette diapositive. Les principaux sont le digesteur qui fonctionne en infiniment mélangé, les digesteurs type piston en voie sèche continue, les digesteurs en garage ou en silo. Donc la dernière vidéo, je vous ai parlé du broyage et de l'hydrolyse lorsqu'elle avait lieu avant. Maintenant, on va voir donc ces fameux digesteurs qui sont les bâtiments dans lesquels le biogaz se fabrique, donc dans lesquels a lieu le procédé biologique de méthanisation. Je repasse rapidement les diapositives qu'on a pu voir concernant le transport de matière, le broyage, et donc pour arriver aux techniques, aux différentes techniques de digesteurs dont je vous parlais. Alors elles se regroupent en certaines techniques qui fonctionnent en continu, c'est le cas de l'infiniment mélangé et de la voie sèche continue, on va commencer par ça, et des techniques, le procédé discontinu, c'est-à-dire qu'on peut imaginer pendant une période de l'année l'arrêter pour le recommencer quelques mois plus tard. Alors pour commencer, l'infiniment mélangé, c'est la technique la plus répandue. C'est celle qui est beaucoup utilisée par les Allemands. Ça consiste à construire des bâtiments généralement cylindriques dans lesquels on fait rentrer donc de la matière organique un petit peu tous les jours avec beaucoup d'eau, puisque le mélange est brassé. Il faut donc que le mélange soit liquide avec des taux de matière sèche autour de 10%. Au-dessus, il y a une membrane qui s'appelle une membrane biolaine, qui est donc qui assure l'étanchéité et qui conserve le gaz qui s'accumule, donc le biogaz s'accumule sous cette membrane lorsqu'il se produit. Si jamais il n'y a pas de gaz, cette membrane vient se reposer sur une charpente en bois, et le bois est à préférer puisqu'il semblerait que ce soit un milieu sur lequel les bactéries viennent se développer en surface. Voilà. Vous pouvez observer dans ce petit schéma également la circulation qui assure le maintien en température du digesteur. Effectivement, pour fonctionner, il faut que le mélange soit au moins à 37 degrés. La méthanisation est possible jusqu'à 55 degrés. C'est pas la même vitesse, c'est pas les mêmes procédés biologiques exactement à 37 degrés et à 55 degrés. À 37 degrés, on dit qu'on est en mode mésophile. À 55 degrés, on dit qu'on est en mode thermophile. En l'occurrence, l'infiniment mélangé, étant donné que le mélange est aqueux et avec un faible pouvoir méthanogène, ça ne justifie pas de le chauffer à 55 degrés. Donc généralement, l'infiniment mélangé est une technique dans laquelle le digesteur est maintenu à 37 degrés, en mode mésophile. Voilà une photographie donc qui a été prise sur Internet. Donc c'est l'exemple du GAEC Oudé, où on voit les deux bâtiments qui sont un petit peu enterrés d'ailleurs, avec l'un étant le digesteur, l'autre le post-digesteur. Donc le post-digesteur, c'est un bâtiment qui est fait de la même manière, mais qui n'est pas chauffé et qui reçoit la matière qui sort du digesteur, qui continue en réalité de dégager un petit peu de biogaz. Donc c'est la fin de la méthanisation qui se passe dans le deuxième bâtiment. Toujours le même exemple, le GAEC Oudé, voilà par exemple, pour vous donner une idée de la taille de ce type de bâtiment, voilà une photo qui a été prise pendant leurs travaux, avec le réseau de chauffage que vous pouvez voir ici au sol, donc sur le futur digesteur. Ceci est une photo de la fosse dans la mélangeuse, dans laquelle le mélange d'intrants est réalisé avant d'être inséré dans le digesteur. Vous voyez que donc en infiniment mélangé, le mélange d'intrants est très liquide. Alors il y a plusieurs dispositions possibles. Vous voyez par exemple cette disposition originale avec le digesteur et le post-digesteur qui sont imbriqués l'un dans l'autre de manière à ce que d'un point de vue thermique, la chaleur soit mieux confinée. Mais sinon le principe reste le même.
de la méthanisation en infiniment mélangé, c'est assez répandu également à grande échelle, donc à l'échelle industrielle et pas seulement à l'échelle de la ferme. Mais par la suite, nous, on va s'intéresser, vous l'avez compris, plus précisément à la méthanisation à petite échelle, donc à l'échelle d'exploitation agricole. Ceci est un schéma d'une installation classique en infiniment mélangé, avec donc une préfosse dans laquelle on mélange les intrants, on fait sa préparation, puis ce mélange est incorporé progressivement pendant la journée dans le digesteur, et progressivement également il y a un petit peu du contenu du digesteur qui est transféré dans le post-digesteur. Les deux digesteurs comme post-digesteurs sont tous les deux recouverts d'une membrane biolène et récupèrent donc le biogaz qui se fabrique. Ce biogaz est ensuite amené à être déshydraté et puis parfois il passe dans un filtre à charbon actif pour retenir l'hydrogène sulfureux qui est corrosif, avant d'être valorisé très souvent dans un cogénérateur dans les installations de méthanisation à la ferme, c'est-à-dire que le gaz sert de carburant pour faire tourner un moteur qui lui-même fait tourner un alternateur. L'électricité produite est revendue donc sur le réseau GRDF, et la chaleur récupérée au niveau du cogénérateur sert pour une partie, vous voyez, à maintenir en température le digesteur, et pour le reste est valorisée pour chauffer les habitations, l'eau chaude sanitaire, le séchage du fourrage, tout ce qu'on peut imaginer faire avec de la chaleur. Deuxième technique qui fonctionne également en continu toute l'année, c'est la technique que nous allons développer dans notre lycée. Donc ça s'appelle la voie sèche continue, qui est donc ensuite marquée VSC par la suite dans certaines diapositives. Elle a l'avantage d'avoir un bâtiment principal qui est beaucoup moins imposant. C'est ce gros cylindre qui parfois est à section carrée ou rectangulaire, comme on l'imagine un petit peu derrière là dans cette photo là, de l'installation Sologne Biogaz. Alors la différence, c'est qu'on y fait rentrer un mélange qui est beaucoup plus pâteux, avec un taux de matière sèche aux alentours de 25%. Donc quand on dit voie sèche, c'est voie pâteuse en réalité. Le mélange est donc beaucoup plus méthanogène également, puisque ce n'est pas l'eau mais la matière organique qui se transforme en gaz. On a donc un mélange beaucoup plus méthanogène qui va progresser lentement à travers ce gros piston ou ce gros bâtiment à l'aide de pales. Alors il y a différents systèmes qui existent qui font donc avancer très lentement le mélange. Il faut compter une vingtaine de jours de séjour dans le digesteur pour que le procédé de méthanisation produise, on va dire, 80% du gaz qui se dégagerait si on le laissait très très longtemps. À la sortie, donc le digestat ressort, passe dans un séparateur de phase qui permet d'avoir une phase de digestat solide, une phase de digestat liquide, et une partie de ce digestat liquide est réinjectée à l'entrée pour ajuster le taux d'humidité, et également ceci sert à ensemencer chaque nouvelle tranche de matière organique qui est destinée à méthaniser, puisque dans ce système-là, où la matière qui est près de la sortie n'est pas mélangée avec la matière qui rentre, eh bien, il faut s'assurer que chaque nouvelle tranche de matière présente des conditions dans lesquelles la méthanisation peut se déclencher. D'où l'intérêt de transporter les bactéries nécessaires par cette réinjection de jus, cette réinjection donc de digestat liquide. Voilà une photo, par exemple, de l'intérieur d'un digesteur en voie sèche continue avant qu'il ne soit mis en activité. Voilà encore une photo, on voit la section arrière de ce digesteur qui est relativement imposant, un Sologne Biogaz. Bon, il faut dire que c'est une installation qui est destinée à produire 800 kW électriques, donc à peu près 10 fois plus que nous. Et vous voyez également la bâche, la membrane qui stocke le biogaz produit au-dessus. Je vais maintenant vous parler des procédés discontinus.
Donc, c'est-à-dire des procédés qui peuvent s'arrêter et puis être remis en fonctionnement plus tard. Ça n'est pas le cas des techniques dont je vous ai parlé précédemment, puisque une fois le digesteur en infiniment mélangé ou en voie sèche continue mis en température, une fois la méthanisation déclenchée, il faut en permanence les alimenter. Alors que là, ici, vous voyez, il y a par exemple 4 garages. Eh bien, dans ce procédé en garage, on remplit un garage de matière organique qui sera amené à fermenter pour dégager du biogaz. Et puis, on ferme le garage et on le met en température et le procédé de méthanisation se déclenche, on récupère du gaz. Le fait d'avoir plusieurs garages permet de se rapprocher d'un système qui peut fonctionner en continu, puisqu'on peut imaginer que quand le premier garage arrive sur la fin de sa production de gaz, eh bien ce sont les autres garages qui ont pris le relais, et lorsqu'on en ouvre un pour le vider et le re-remplir, eh bien les 3 autres garages continuent pour leur part à fabriquer du gaz. Donc ça peut fabriquer du gaz en continu, mais on peut également choisir d'arrêter la production pendant un petit moment. Voilà quelques photos. Alors ça peut être dans des garages, mais ça peut être également dans des fosses recouvertes par une bâche. Bon, le désagrément, c'est d'être obligé chaque fois de réinstaller la bâche, alors que c'est beaucoup plus confortable l'utilisation de garage, mais sans doute un peu plus cher également à la construction. Voilà, alors certains peuvent également réutiliser des silos pour faire le même genre d'installation. Petit commentaire technique, lorsqu'on utilise un silo pour ensuite faire de la méthanisation, il faut donc mettre une bâche et il faut que la bâche soit très bien jointé de manière à ce que le gaz ne fuit pas. Donc pour ça, il y a un rail qu'il faut installer tout autour. Ce rail, dans ce rail vient s'installer la bâche, vous voyez, et ensuite un joint est gonflé, donc c'est une chambre à air qui est gonflée et qui vient donc plaquer la membrane biolène contre le rail, assurant ainsi l'étanchéité. Ensuite, pendant la vingtaine ou la trentaine de jours, peut-être la quarantaine de jours pendant lesquels on laisse la matière organique produire du gaz, eh bien, il faut s'assurer qu'elle soit toujours suffisamment humidifiée. Donc, il y a parfois des systèmes qui réaspergent la matière avec du jus de digesta, qui très souvent d'ailleurs est réchauffé, puisque pour que la méthanisation ait lieu, il faut que la température soit maintenue au moins à 37 degrés. Donc dans l'idéal, l'idéal c'est d'être dans un garage avec, vous voyez, des petites douchettes qui sont installées et qui peuvent asperger comme ça avec du digesta réchauffé, de manière à assurer un taux d'humidité et une température qui assure la production de gaz. Voilà le genre de courbe qu'on obtient. Il faut donc un certain temps pour que un garage se mette à produire du gaz. Il y a ensuite le pic de production, et puis ensuite tout doucement la production baisse, mais on peut imaginer à ce moment-là que le deuxième garage à son tour prend le relais, et ainsi de suite. Et donc avec plusieurs digesteurs comme ça, qui chacun peut être qualifié de discontinu, on peut créer une production continue de gaz. Les temps de séjour sont beaucoup plus longs dans ce type de digesteur-là que dans les digesteurs en infiniment mélangé ou en voie sèche continue. Dans ce qui est un petit peu plus innovant et dans ce qui est projet de recherche, actuellement il y a des recherches pour méthaniser du bois. Le problème du bois, c'est la lignine qui est très difficile à hydrolyser, très longue à hydrolyser, ce qui rallonge énormément le temps nécessaire pour obtenir des petites molécules qui ensuite peuvent devenir du méthane. Donc si on arrive à accélérer suffisamment les procédés d'hydrolyse de la lignine, eh bien on pourrait envisager de produire également du biogaz à partir du bois. Et donc éventuellement d'enrichir le pouvoir méthanogène de certaines installations avec des tailles de haies, des déchets de petits bois, chose qui pour le moment n'est pas possible puisque leur méthanisation est beaucoup trop longue.
Autre procédé innovant, mais qui existe déjà, c'est cette solution là qui s'appelle la solution Mathéos, proposée par Agréol Développement, qui propose de traiter des effluents très liquides avec moins de 10% de matière sèche dans un bac dans lequel il y a des filtres sur lesquels il y a toutes les bactéries nécessaires pour activer le processus de méthanisation. Et avec ce type d'installation, en 3 jours seulement, il est possible d'extraire la très grande majorité du biogaz d'une solution, j'insiste, très liquide. Bilan, eh bien, il y a 3 critères qui sont revenus. Est-ce qu'on veut que notre installation fonctionne en continu ou de manière discontinue? Est-ce qu'on a les moyens de la faire fonctionner en continu, puisque ça consomme quand même des grosses quantités d'intrants? Donc c'est un premier critère qui va orienter le choix du digesteur. Autre critère, eh bien, est-ce qu'on dispose de beaucoup de liquide, ou est-ce qu'au contraire on dispose de mélanges à méthaniser plutôt solides? Donc est-ce qu'on s'oriente plutôt vers la voie sèche ou vers l'infiniment mélangé? Et enfin, est-ce qu'on va fonctionner en mésophile vers 37 degrés ou en thermophile vers 55 degrés? Alors en thermophile, c'est plus rapide, le procédé de méthanisation est plus rapide, mais par contre il faut maintenir la température à 55 degrés, ce qui fait que l'hiver, il faut souvent un apport de chaleur. Si on utilise une valorisation avec un cogénérateur, on peut imaginer utiliser la chaleur de ce cogénérateur pour assurer l'entretien de la température du digesteur. Si par contre le gaz est valorisé en étant injecté sur le réseau gaz, à ce moment-là, peut-être que ça serait dommage d'utiliser du gaz pour produire de la chaleur. Peut-être qu'on peut se contenter du régime mésophile. Voilà, c'est un petit peu compliqué ce choix entre mésophile et thermophile, et personnellement, je suis pas suffisamment calé pour tout à fait vous orienter. Il y a tout un tas d'autres critères en réalité qui doivent être pris en compte lorsqu'on choisit son digesteur. Il y a la taille de l'installation, le type de valorisation du gaz choisi, et également, c'est assez compliqué, le statut sanitaire des intrants et du digestat, pour savoir comment on peut l'utiliser par la suite. Voilà, la nature du sol, les fondations qui peuvent empêcher ou rendre difficile la construction de bâtiments trop lourds. Parce qu'un digesteur, eh bien, c'est un bâtiment qui est très très lourd. Dans notre cas, il va nous falloir installer des pieux, puisque le sol n'est pas suffisamment résistant pour supporter son installation. Sinon, voilà, donc je vous ai cité 3 critères, mais il y en a bien d'autres à prendre en compte pour choisir le digesteur adapté à chaque situation. Pour finir, eh bien, à la sortie du digesteur, et quelle que soit finalement la technique retenue, on obtient cette pâte là qui s'appelle le digestat, et qui donc passe dans un séparateur de phase de manière à la presser. On obtient ainsi un liquide qui peut être épandu comme un lisier et un solide qui peut être épandu comme un fumier. C'est le liquide parmi les deux qui possède le meilleur pouvoir fertilisant, puisque les matières minéralisées azotées avec du phosphore et du potassium sont plutôt présentes dans la phase liquide que dans la phase solide. Voilà des exemples, des photos de séparateurs de phase qui permettent donc de presser le digestat en sortie. Et on arrive au but, à l'issue de ce procédé. On a donc du biogaz, il va falloir le valoriser. Donc la prochaine vidéo traitera de la valorisation du biogaz.